40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Il était une fois un cofondateur, le cofondateur d'une entreprise du Next 40, Loomaps, un cofondateur, également CTO, il s'appelle Élie Mélois, et avec mon compère Olivier Mathieu, on a le plaisir de poursuivre nos échanges, Élie, dans cette partie qui t'est dédiée. On va s'intéresser à l'homme derrière l'entreprise, l'homme derrière la casquette de CTO, et comprendre qu'est-ce qui a forgé et pourquoi pas aussi du coup l'enfant derrière l'homme. Non, c'est intéressant de toujours savoir si effectivement en plus on a la chance d'avoir un CTO avec nous, donc on va pas te lâcher là-dessus. A priori tu dois avoir une formation technique, j'imagine. Je sais pas, qu'est-ce que tu as fait comme études, tu peux le partager. Une école d'ingénieur à Lyon, l'école centrale. D'accord. Bon donc super diplôme d'ingénieur. Et est-ce que quand tu faisais tes études d'ingénieur, tu imaginais être entrepreneur, associé ou cofondateur d'une entreprise? Est-ce que tu te projetais dans quelque chose? Non, pas pendant les études. C'est plutôt lors de mes premiers stages que j'ai vu que le format petite entreprise me correspondait mieux. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer mes cofondateurs lors de ma première expérience en sortie d'école. Donc je pense que c'était plutôt une histoire de rencontre. Parce que vous étiez 4 cofondateurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'ils ils ont également des formations techniques ou c'est très complémentaire les uns des autres? On avait beaucoup d'ingénieurs dans les fondateurs et des gens qui ont plutôt un parcours business commercial. Donc c'était un bon mariage des savoir-faire et des générations aussi, puisque certains sont plus, comme Sébastien, sont plus expérimentés et ont déjà revendu des entreprises. Ah bon, d'accord. Je crois que la plus grande requête sur Google de n'importe quel entrepreneur, c'est recherche CTO. Ouais. C'est vrai que tu es une ressource rare, donc j'imagine que entre fondateurs, vous êtes contents chacun les uns des autres. Est-ce que ça a été sur le plan psychologique, enfin, je dirais la psychologie je vais pas faire la psychologie de comptoir, mais la psychologie vraiment d'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous avez validé que vous fonctionniez bien ensemble? Est-ce que c'était un moment important? Est-ce qu'il y a eu une sorte de période d'essai Parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui s'envolent en éclats, parce que justement, il y a finalement des gens qui ne s'entendent pas entre eux, et pas forcément tout de suite. Mais enfin, ou voilà. des visions qui se désalignent. Oui, ça peut arriver au fur et à mesure des levées de fonds, par exemple. Je pense que ça s'est fait par l'expérience au début. Donc, je travaillais dans la boîte précédente. En sortie d'école, j'ai fait mon stage de fin d'études dans la boîte précédente de Sébastien. Et donc, mon premier entretien professionnel après à l'école, c'était avec Sébastien. Et je me suis dit, mais ça a l'air complètement déjanté, c'est ça que je veux faire. Et donc derrière, on a appris à travailler ensemble. C'est-à-dire que c'était déjà ce projet-là? C'était le projet Loomaps? Non, c'était sa boîte précédente qui était une entreprise qui prenait une boîte de conseil qui prenait les entreprises et qui les emmenait dans le monde Google en 2011. Donc c'était le tout début de l'aventure Google en France. Et donc il y avait toute cette évangélisation du SaaS, du cloud, etc. que je trouvais passionnante. Mais voilà, ensemble on a vu que ce qu'on voulait faire c'était du logiciel, c'était de faire un éditeur. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette société à côté. Et donc vous êtes 4, à un moment l'idée se construit à 4 avec cette idée qu'on a une équipe prête à monter un projet où quelqu'un a l'idée et puis après on se dit alors du coup il nous faut qui? Tiens toi tu pourrais faire ça. Alors nous pendant les 3 premières années on avait l'équipe mais on n'avait pas l'idée. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé avec des clients, on a résolu des problèmes pour eux sur des sujets qui étaient très différents de ce qu'on fait aujourd'hui. En mode agence? En mode agence un peu, ouais. Et on s'est fait comme ça connaître de nos clients, on a créé des relations de confiance avec nos clients et le jour où on a commencé à avoir cette idée et notre premier grand client nous a dit c'est ça qu'on veut. Les planètes se sont alignées et donc eux ils avaient 2 choix, c'était soit partir avec un gros éditeur déjà installé, soit partir avec une start-up lyonnaise qui venait leur soutenir un projet avec 3 slides et pas de produit et à l'époque on avait un DSI assez visionnaire chez ce client qui a dit allez, je vous fais confiance, je vous connais bien et on y va ensemble. C'est un des premiers cofondateurs de la boîte. Tout à l'heure, Olivier parlait de l'enfant qui sommeille en toi. C'est vrai qu'on aime bien s'intéresser
aux gamins que vous étiez, vous les entrepreneurs, à quoi vous rêviez à l'époque? Ah oui, pardon, je te laisse envoyer un jingle parce qu'on adore notre jingle. Allez, relaxez-vous. Tu peux t'allonger. Et maintenant, on parle de vous? Non, voilà, la question qui me titille quand je parle à un ingénieur, j'en ai quand même fréquenté quelques-uns depuis quelques années, et je me demande toujours si tu étais le gars qui a eu le premier micro-ordinateur chez toi, ou est-ce que ça vient aussi parfois du père ou de la mère, ou du grand frère, et est-ce que tu bidouillais des ordinateurs Alors, je l'ai eu très tardivement. Le premier, c'était au collège, je pense. En revanche, dès que je l'ai eu, ça a été une évidence. C'était le début d'Internet. T'es de quelle année? La DSL, je suis de 89. Donc, c'était le début de la DSL. On s'est regardé avec Thomas, il est jeune, le gars. Et donc, ouais, là, ça a vraiment été une évidence et c'est devenu une passion. C'est quelque chose que je faisais à côté de l'école. Et je me voyais, à partir de ce moment-là, je me voyais pas travailler dans un autre écosystème. Donc, à partir de 15-16 ans, je pense. Et donc, est-ce que tu... Parce qu'en fait, je vais te poser la question d'un de tes proches, parce que ça mène forcément à plein de découvertes de l'homme que tu es et que tu es devenu aussi. Il y a une très bonne question qui est plus perso. De Jonathan Lefebvre. Je crois que c'était un des fondateurs de Captain Train, ça. C'était un des premiers employés, tout à fait. Vous avez un message. Salut Ellie. Alors, la question que j'aimerais bien te poser pour 40 nuances de Next... Lumaps, c'est une boîte que je trouve impressionnante sur la vente B2B à des grands comptes notamment, et dans ce contexte-là qui est très porté sur le discours, sur la force commerciale, je voulais savoir comment toi t'as fait en tant que CTO avec un caractère plutôt introverti pour tirer ton épingle du jeu dans cet environnement-là qui me semble pas toujours très favorable à ce genre de personnalité. Et c'est un peu ce qui force mon admiration, donc voilà, j'aimerais bien avoir ton point de vue à ce sujet-là. Super question. Et moi, avant de te laisser répondre, j'ai envie de demander si tu es d'accord avec la question avant de répondre à la question. Il a hoché la tête sur introverti. Est-ce que tu penses être introverti par comparaison peut-être à tes associés d'une part, ou est-ce qu'en général un petit peu plus quand même, de moins en moins, je pense. Ça aide aussi de devoir s'exprimer devant 250 personnes de manière régulière. Donc forcément plus, et c'est vrai que c'est un monde dans lequel l'aspect commercial est important, puisqu'on doit aller voir des gens, comprendre leurs problèmes, les convaincre, leur présenter une solution, les accompagner derrière pour mettre en place la solution chez eux. Et en fait, je pense que c'est là où l'introversion pose pas vraiment de problème, c'est que à la fin des fins, on est là parce qu'on a des convictions, des passions, on résout des vraies problématiques de vrais gens. Donc tu vends pas de l'air, quoi. Exactement. Du bullshit. Exactement. Et derrière, on les accompagne, on déploie la solution chez eux, on fait des succès ensemble. Et là, qu'on soit introverti ou pas, c'est le résultat. C'est passionnant, quoi. C'est cette idée que c'est le résultat qui compte. Le résultat qui compte et l'impact qu'on a derrière chez nos clients. Quand on sait que le client envoie un mail et derrière, il y a 100 000 personnes qui vont se connecter sur la plateforme, c'est vraiment... Et est-ce que tu participes effectivement parfois à la vente, ou tu es plutôt après dans le support, etc. Non, je participe activement à la vente. En amont du processus. Donc, que ce soit sur la vision, que ce soit sur des problématiques techniques, expliquer nos choix d'architecture, d'infrastructure. C'est vrai, quand on est à la jeunesse du projet, c'est beaucoup plus facile. C'est toi qui en parle le mieux. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on en joue? Parce qu'il y a cette... Très bonne question. Je vois où tu veux en venir. Oui, ce côté presque vu dans les films de l'ingé introverti derrière son écran, etc. Un peu passionné par le monde de l'abstraction logicielle. Et voilà, et mine de rien, dans un rendez-vous, comme dans la vie, parfois on surjoue un peu certains rôles. Et est-ce que typiquement, c'est des discussions qu'on a entre associés? Donc toi, tu viens en rendez-vous, tu gardes ton côté introverti, c'est très bien, Ellie, ne bouge pas, ne change chacun pas. son personnage. Alors, de manière préparée comme ça, non. Après, c'est vrai qu'avec Sébastien, on a fait quelques rendez-vous
dans lequel on a eu de la complicité comme ça, donc c'était assez rigolo. Après, je pense que c'était plutôt au début. Maintenant, sur des phases où on a besoin de montrer qu'on est capable d'adresser de manière sécurisée des grandes entreprises. Ce qu'attendent nos interlocuteurs, c'est plutôt des gens qui ont démontré, qui savent là où ils vont, qui ont une grosse force de frappe en termes de R&D. Et donc là, ça passe plutôt par la communication. Par les case studies, par les preuves de... Et moi, ce que je me demandais, en fait, parce que là, on parle de toi sur le plan un peu plus personnel et de voir comment... est-ce que partant de Lyon, étudiant, et puis maintenant au succès international quand même de l'UMAPS, qui est un truc incroyable à souligner quand même, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, ou peut-être au début d'ailleurs, que tu avais ce qu'on appelle parfois le syndrome d'imposture, où tu t'es dit je vais pas être capable de... Alors, et dans ce cas, qu'est-ce que tu voyais comme faiblesse? Peut-être c'est la capacité à manager des équipes qui n'est pas forcément innée, ou c'est peut-être... je sais pas, parler bien anglais dans des réunions avec les Américains, ou ça peut être quelque chose de complètement différent, peut-être plus technique ou autre. Venir au micro de 40 nuances de Next. Ça, c'est facile. Ouais. Je pense que c'était sur la capacité à toujours organiser les équipes tech sur l'étape d'après. La chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas la première génération à le faire et que tout ça est ultra documenté maintenant. Il n'y a pas 50 façons d'organiser une équipe technique et les étapes, elles sont assez balisées. Malgré tout, il y a des tonnes d'articles sur le sujet, mais il y a différentes étapes d'un CTO avec différentes... capacités, on va dire, et choses à aimer faire et à savoir faire. Oui, mais il y a aussi différents profils de CTO. Exactement. À terme, tu arrives peut-être à des équipes qui sont séparées entre des infrastructures, du front-end, du back-end, etc. Mais malgré tout, tu as peut-être des CTO qui sont plus ou moins techniques, ou plus ou moins managers, ou plus ou moins, etc. quoi. Et ouais, la question, ça a pu être à certains moments de se dire, est-ce que je lâche le code, est-ce que je me concentre sur le management, est-ce que je me concentre sur le management de manager, est-ce que je peux passer du temps à expliquer au board la vision, est-ce que je peux passer du temps avec les clients, est-ce que je peux passer du temps aux États-Unis pour expliquer quelle est la culture de notre boîte. Et à un moment, quand ça grandit, il faut faire ces choix-là. Voilà, c'est ça. Et tu as choisi de suivre la vague. Je pense que... Mais est-ce que tu suis la vague ou est-ce que tu la surfes? Est-ce que tu penses que tu participes à la... C'est un peu des deux, je pense. Ouais. C'est toujours facile de faire l'histoire une fois qu'elle s'est déroulée, mais il y a beaucoup de fois on l'a subi parce qu'on l'a jamais fait. Et puis de temps en temps, on sent qu'on est quand même un peu en maîtrise et qu'on arrive à la surfer. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que si tu essayais de te qualifier dans une typologie de CTO, toi, tu dirais que tu es plutôt celui qui va... challenger directement les lignes de code et avoir envie d'en débattre, etc. Ou est-ce que tu vas dire, je pense que maintenant, il y en a qui font du code qui sont meilleurs que moi, donc je vais plutôt voir l'articulation de l'ensemble et plutôt l'architecture. Voilà, c'est toujours une vue d'avion de l'architecture parce que pour avoir posé les concepts initiaux, je pense que c'est mon point de vue est toujours... important, mais j'essaye de déléguer à 100% la plupart des choses de l'organisation tech. J'ai des super bras droits qui ont aussi grandi pour certains avec l'entreprise et en qui j'ai entièrement confiance et c'est hyper agréable de voir que l'organisation mûrit et qu'elle est capable de pas de s'auto-gérer mais de prendre beaucoup d'initiatives par elle-même. Ouais. Petit flashback, donc on revient avant le lancement de l'UMAPS. Quelle aurait été ta vie si tu n'étais pas parti sur ce projet? Est-ce que tu te projettes des fois en te disant ce que tu aurais aimé faire d'autres sujets que tu aurais aimé porter C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps de me poser ces questions pour être honnête, parce que depuis 10 ans, c'est intense. Maintenant, j'ai la chance d'avoir des enfants en plus, donc c'est encore plus intense. Cette nuit, c'était les dents. Tu m'as dit je serais peut-être fatigué, mais je te confirme que non. Donc en fait, non. Je pense que quand on est parti dans une aventure comme ça, il faut toujours regarder devant. Et ça, pour le coup, de jamais avoir douté du fait qu'on allait réussir, je pense que ça peut paraître bateau quand on le dit comme ça, mais c'est vrai, quoi. Tu n'as jamais douté? Très peu.
Les yeux dans les yeux. Non, très peu. Ah, écoute, très il peu. a l'air sincère. Non, mais mais après la notion En fait, du mais très peu, sinon, on se lance jamais là-dedans. Mais il y a jamais un moment où je me suis dit on va pas y arriver. Même quand on connaissait pas le produit, quand je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'il faut se mettre dans cet état d'esprit où on s'y met tout seul ou avec les gens qu'on côtoie. Mais je pense que c'est une des clés aussi, c'est de se dire le moment où on va commencer à se dire on va pas y arriver, peut-être un peu trop tard, quoi. Et quand tu t'es lancé dans l'aventure avec tes associés, est-ce que ça vous a demandé par rapport à d'autres jobs que tu aurais pu faire, il y avait un effort salarial au départ particulier, enfin vous étiez tu vois, parce que tu as des opportunités en tant qu'avec un bon diplôme d'ingénieur de grande école, etc. Tu peux aller dans des CS2I, tu peux aller dans des grands groupes. C'était très compétitif, même sur la partie salariale. D'accord, ok. Et Parce que vous aviez déjà des sujets avec des clients pour qui vous continuiez Exactement. C'est ça, il est là le sujet. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que bon, du coup, travaillé c'est bien avec d'être financé par ses clients. Ouais, tout à fait. C'est un bon modèle. C'est plus confortable. Et J'ai connu quelqu'un qui avait un modèle comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui autour de toi enfin, est-ce que tu as hésité ou pas du tout hésité? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont encouragé ou au contraire qui essaient de te décourager d'aller dans ce parcours-là? Non, il n'y a pas eu d'hésitation particulière. Ça a été un choix concerté avec ma femme aussi au début. D'accord. Mais je pense que la confiance qu'on avait avec Sébastien, Lionel, faisait que j'avais pas trop de doutes sur le fait qu'il fallait y aller, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, des convictions fortes. Moi, je reste toujours... Attends, je remets pour nous remettre dedans. Relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? Donc, on se remet allongé sur le canapé des Limélois. Et je m'interroge souvent sur ce qu'on garde des préceptes de ses parents, de ses aïeux, des sortes de mantras qu'on a entendus petit. Je te vois lever les yeux aussi en disant oh là là, va falloir ça peut être aussi parfois des mantras, ils peuvent venir aussi parfois des professeurs ou parfois d'écrivains de trucs que tu as lus ou même peut-être de films que tu as adorés par ailleurs. Ouais, je pense que la valeur travail, elle est importante. Et ça... quand on veut quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu et ça se démentit pas aujourd'hui. Et puis un certain pragmatisme. J'ai eu la chance de grandir en Mayenne, donc en province, on va dire, et ce côté pragmatique, terre à terre, le fameux bon sens paysan. Je pense que des fois, c'est des préceptes qui sont importants, voilà, pour garder les pieds sur terre. Est-ce qu'il y a des agriculteurs dans ta famille? Non, ou pas particulièrement, mais autour de chez nous, il y en a beaucoup. D'accord. Ce qui n'empêche pas effectivement d'être terre à terre. Tout à fait. Au bon sens du terme, parce qu'effectivement, c'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'après, quand il faut délivrer une entreprise, c'est ce qui est parfois un peu critiqué chez les startups, c'est qu'il y a une sorte de course à l'échalote dans les levées de fonds, une sorte d'abstraction qui est un peu hors sol pour prendre le vocabulaire aussi un peu paysan, alors qu'effectivement, à un moment donné, il y a un compte d'exploitation, des charges, des salariés, il y a cette responsabilité qui pèse. Et est-ce que cette dimension humaine est importante pour toi, l'aventure humaine? Il y a tes associés, ça on a compris le lien et la confiance réciproque que vous aviez, et aussi le fait que vous aviez vous partagez une ambition commune et aussi le fait que ça allait marcher. Et est-ce que du coup, parce qu'à un moment, ce qui est important quand même pour les cofondateurs quand ça grandit, c'est de savoir recruter. Ouais. Est-ce que tu t'es amélioré là-dessus? Est-ce que tu as été instinctivement plutôt bon? Tu as fait des bons recrutements? Est-ce que tu as des conseils à donner? Comment est-ce qu'on recrute? Comment est-ce qu'on fait grandir une équipe? Alors, je ne peux pas croire que tu n'as jamais douté, que tu n'as jamais raté un recrutement. On a raté des recrutements, c'est sûr. Maintenant, on a un process un peu rodé pour faire en sorte de moins les rater. Où on veut des tips. On a un test technique, on a des entretiens. Mais parce que, en fait, je précise la question, c'est que quand, notamment pour une équipe technique, on a ce qu'on appelle dans notre jargon un peu RH, mais tu as des soft skills et des hard skills. Donc, tu peux tester des trucs techniques, des compétences, puis après, continuer ensuite, les gens continuent d'apprendre, c'est rigolo, et aussi les attitudes après. Alors, je pense que tous les premiers employés tech, c'était plutôt sur du soft skills. Ce qui était important, c'était qu'on travaille bien ensemble et que la culture soit partagée.
Et maintenant, on essaie de trouver un bon équilibre entre tout ça. C'est pour ça qu'on a un test technique qui est assez amusant au départ et qui permet déjà de faire un premier écrémage technique, on va dire. Mais derrière, on fait entre 4 à 6... une personne voit entre 4 à 6 personnes pour tester le travail en équipe, l'adhérence à la culture. Et le fait d'avoir formalisé notre culture et nos valeurs, c'est aussi de dire, nous on est comme ça, la ligne jaune, elle est ici. On veut travailler avec des gens qui adhèrent à cette culture. C'est quoi la ligne jaune ? C'est la définition de la culture, c'est de se dire, dans nos 4 valeurs, on en a une qui est sur Always be evolving, donc on est toujours en mouvement. Les gens qui n'aiment pas le changement, ils vont être mal à l'aise. Donc il faut autant les prévenir. Tout de suite. Tu parlais de 4 à 6 entretiens pour un collaborateur sur des métiers de talent en tension comme ça. Est-ce que c'est pas trop ? Non, je pense que c'est un gage de qualité aussi. Les 4 à 6 entretiens, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est aussi une opération séduction de notre côté envers les candidats. Et c'est très rare que quand on... C'est dans toutes les équipes, ça, ou tu parles que de l'équipe technique ? Je parle plutôt de l'équipe tech, mais globalement, on recrute assez peu de gens sur un seul entretien, quoi. Il y a toujours un fit culturel qui est fait. Et on a des équipes RH formidables qui nous accompagnent sur ces sujets. Et non, je pense que oui, c'est aussi une opération séduction dans les deux sens. Et quand on déroule ce processus, finalement, on perd assez peu de monde en fin de processus. Parce qu'on a montré qui on était, quoi. S'inspirer. Respirer. Moi, je trouve qu'en t'écoutant, Élie, on entend aussi, au-delà des mots, dans ta façon de t'exprimer, beaucoup de sérénité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu as une voix posée, un discours éclairé, etc. Et là, on parle inspirer, expirer, etc. C'est aussi parce qu'on se dit que dans la vie frénétique de l'hypercroissance, on parle beaucoup de l'UMAPS aussi sous ce biais-là. Donc c'est un monde un peu de ouf, comme diraient les jeunes. C'est-à-dire ça va très vite. Je suis sûr qu'ils disent plus. Non, ouf. je sais pas. J'espère que mes enfants m'écoutent pas. Ils vont dire ça craint. Papa. Bon, d'accord. Bref. Mais en tous les cas, dans ce monde frénétique, technologique, etc., même si on voit on a compris que tu te préoccupais des questions, par exemple, d'environnement, donc il y a d'autres sujets qui t'intéressent, mais est-ce qu'il y a des conseils que tu donnes ou est-ce que tu as une façon, tu vois, des tips qui permettent de garder un équilibre, maîtriser son stress? Tu as parlé un peu de ta famille tout à l'heure, il y a tes associés. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est le sport, est-ce que c'est des trucs culturels ou d'autres choses qui font qu'à un moment donné, tu es toujours autant passionné? Ouais, il y a un petit peu de tout ça. Il y a, alors d'un point de vue professionnel, c'est apprendre à déléguer, faire confiance, lâcher prise, on va dire. Ça, je pense que ça a été une des révélations. C'était pas une évidence au début. Et le moment où ça clique, on se dit mais en fait c'est beaucoup plus efficace. Je suis beaucoup moins stressé et les gens autour de moi sont beaucoup plus heureux et autonomes. C'est des super mots, moins de stress, lâcher prise, mais ça se traduit par quoi au quotidien? Tu vois, sur quoi tu as lâché prise sur de la gestion de projet, sur du recrutement, sur des décisions techniques, sur de la relecture de code. C'est pas ce que tu aurais fait, tu dis c'est pas grave. Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Okay. La personne qui l'a fait s'est trompée, mais c'est pas grave, elle a le droit d'apprendre aussi. Et je vais peut-être lui donner des conseils et lui dire comment j'aurais fait à sa place, mais je vais pas lui rentrer dedans puisque je sais que si je fais ça, la prochaine fois, elle prendra pas l'initiative. Est-ce que a priori, tu avais le caractère au début à vouloir tout contrôler, comme on peut imaginer peut-être certains ingénieurs, ou qui veut dire la perfection du geste, la perfection un peu technique, ou est-ce qu'a priori tu avais déjà pas tout contrôler, mais me dire si je le fais, ça ira plus vite, et j'ai envie d'aller vite. Donc c'est ça qu'il a fallu un peu, je pense, apprendre à lâcher et se dire, surtout, je dois pas être un point de passage et un point de blocage pour tout. Il y a plein de décisions qui peuvent se prendre sans moi. Et je m'en porterai pas plus mal. Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. C'est une des clés de pouvoir scaler, entre guillemets. Élie, tu as commencé à répondre à la question en disant du côté pro. Donc ça, c'est côté pro. Et je présume que la suite était côté perso.
Côté perso, c'est de trouver des équilibres entre. Alors justement, un des points, je pense aussi, c'est de pas opposer la vie pro et la vie perso. Ça, c'est important. On a une seule vie, qui est un mélange de tout ça, ouais. Enfin, dès qu'on va mettre des oppositions ou des contraintes, il y a une tension qui se crée et du coup, il faut éviter d'en mettre. Et d'un point de vue perso, c'est réussir à garder des équilibres entre la famille, le sport, la lecture. Tu lis beaucoup ? Ça m'arrive, ouais. Tu lis des livres de code, d'entrepreneuriat ou des romans ? Pas du tout. Majoritairement des romans, quelques essais d'entrepreneuriat. Ou des sujets du moment, quand il y a besoin de comprendre comment passer à l'étape d'après sur une organisation. Il y a des livres très intéressants sur le sujet. Quand on a travaillé sur la culture, il y avait aussi tout un tas de... Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns ? Ça va nous... Ouais, tout à fait. Avant les vacances de Noël, avoir des cadeaux de Noël ou des livres à lire pendant les vacances. On les remettre en note pour les auditeurs. Sur la délégation, et la créativité, il y a un bouquin qui a été écrit par un des fondateurs de Pixar qui s'appelle Creativity Inc., qui explique un peu la culture de la naïveté, de la capacité à poser des questions bêtes chez Pixar, qui fait que les gens se sentent en confiance et du coup sont plus créatifs. Sur la culture, il y a des livres qui sont intéressants. Il y a Leadership Tribal, par exemple, qui explique un petit peu les différents niveaux de maturité des organisations. Voilà quelques exemples de lecture tirées au hasard. Et comme c'est bientôt les fêtes, moi j'avais envie de lire quelque chose sans bosser sur d'autres sujets hors pro. Est-ce que tu as des lectures à me conseiller ? Alors j'en ai une, mais c'est... je vais encore une fois faire du teasing pour la claque, alors je sais pas. Oh là là, mais tu comme quoi on s'était pas tout dit, hein. On garde aussi nous la surprise comme les auditeurs. Et ben justement, super transition, je te propose tout de suite. Waouh. Et ben la claque est à toi. Je sais pas combien de temps j'ai sur le sujet, mais quelques minutes. Quelque chose que j'ai découvert récemment et qui rejoint un peu une de mes occupations, puisque le sport que je pratique actuellement, c'est la course à pied. Il y a une course qui s'appelle la Barclay. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est réputée comme étant la course d'ultra-running la plus dure du monde. Ah oui, et donc, il y a des journalistes de l'équipe qui ont fait un film sur les gens qui ont fini cette course, puisque depuis sa création, il y a une trentaine d'années, il y a 15 personnes qui l'ont fini. Donc, ils ont fait un super film sur les 15 personnes, des interviews. Ils ont sorti un super bouquin avec des photos et des interviews profondes de ces finisseurs. Et donc cette course, c'est quoi ? C'est complètement fou. Ça fait 160 km. Donc ça, c'est selon l'organisateur, mais en vrai, c'est plus proche de 200. Et surtout, il y a 16 km de dénivelé vertical. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous montez l'Everest depuis le niveau de la mer et vous le faites 2 fois. Tout ça en 60 heures. Et donc, ça fait 5 tours de 30 km à faire. Et c'est vous avez 60 heures pour le finir. C'est dans un cadre totalement improbable au fin fond du Tennessee, dans un parc qui s'appelle Frozen Head. La région autour, elle est totalement plate, sauf ce parc où il y a des espèces de montagnes dans tous les sens. Et c'est rempli de passages épiques. Donc, il y a des ronces, il y a du brouillard, il y a de la neige. Des fois, il fait hyper chaud. Il n'y a pas de chemin tracé, c'est-à-dire que les participants, ils doivent se repérer avec une carte, avec des instructions, avec une boussole, pas de GPS. Et donc, en fait, pour s'assurer que les participants passent bien sur tous les points du parcours, l'organisateur, il cache des livres. Et donc, la personne doit arracher la page du livre qui porte le numéro de son dossard à chaque tour et lui ramener les pages comme... c'est chouette, ça. Voilà. Donc, le fondateur, il s'appelle... Gary Cantrell, son surnom c'est Lazarus Lake, et lui il est vraiment, il est fou, il est génial, et il a construit la course comme étant presque impossible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros il faut que 1% des gens soient capables de la finir. Donc c'est difficile, parce que faire une course impossible, tout le monde peut le faire, mais faire quelque chose qui... Auquel cas plus personne n'y va. Voilà. Et donc ça veut dire que quand quelqu'un réussit à finir la course, il a durci un petit peu plus.
à chaque fois. Donc, il va enlever des passages faciles et rajouter des petits passages un petit peu plus compliqués. Ou alors, il va changer des règles. C'est-à-dire qu'il y a une année, les gens faisaient les 5 tours dans le même sens. Il y a quelqu'un qui l'a fini comme ça. Il a dit, maintenant, vous allez faire les 2 premiers tours dans un sens, les 2 autres dans l'autre sens. Comme ça, vous serez perdu. Et puis, le dernier, vous choisissez. Et l'année prochaine, ce sera avec un bandeau sous les yeux et les mains attachées dans le dos. Exactement. Il y a des gens qui se sont dit, mais on va courir à 2, comme ça, ce sera plus facile. Et du coup, ils ont fini les 5 tours ensemble. Il a dit, ok, à partir de maintenant, au 5e tour, vous allez devoir vous séparer et partir chacun dans un sens opposé. Voilà, plein de petites atrocités comme ça. Et donc, dans ces 15 finisseurs, c'est assez rigolo, il y a beaucoup de scientifiques. En gros, il y a 2 profils de finisseurs. Il y a les scientifiques qui analysent tout, qui préparent tout pour réussir, qui ont tout préparé et enlevé toutes les incertitudes. Et vous avez les durs à cuire qui, eux, ils vont au feeling et écrasent la course. Écrasent les ronds, voilà, rentre dans le... Bon, il y en a très peu. Vous avez des finisseurs qui sont mythiques. Il y en a un qui s'appelle Ted Kaiser. Lui, il a couru un seul ultra dans sa vie, c'est celui-là. Il est arrivé une fois, il a fini, et puis après, on l'a plus jamais revu. Il y en a un autre qui s'appelle Jared Campbell, qui, lui, c'est une légende, parce que en gros, tout le monde dit, vous pouvez la finir une fois. Mentalement, l'effort est tellement dur qu'après, vous ne pourrez jamais vous remotiver pour la finir une 2e fois. Et lui, il l'a fini 3 fois. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est ce qu'il adore, c'est tout le process de préparation avant la course, l'entraînement, la mise en condition. Donc, c'est le chemin qui est important, c'est pas la destination. On connaît un peu l'adage, mais voilà. Ce qui est amusant, c'est que si vous voulez y participer, il n'y a pas de site internet pour s'inscrire. Il y a que 40 places. Il y a un process d'inscription qui est secret, qui est un peu loufoque, et c'est le fondateur qui choisit un peu les gens qui peuvent participer. Donc souvent, il prend des anciens qui y ont déjà participé, ou alors une fois par an, il prend un novice qui va se sacrifier à la course. Et des fois, il y a des gens qui ont fait juste 3 km et qui étaient complètement perdus dans les bois, qui sont allés ramasser en voiture. Donc c'est assez amusant. Et s'il y a 2 choses, je pense, à retenir, et le parallèle est assez amusant avec le monde du travail, c'est en gros, c'est impossible jusqu'à ce que ça soit possible. Et donc, pendant de nombreuses années, personne n'a réussi à faire les 5 tours. Les gens faisaient 3 tours et ils étaient hyper contents. Et un jour, il y a un mec qui a débarqué d'Angleterre et qui a dit moi, je viens faire les 5 tours. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un t-shirt finisseur des 5 tours? Donc là, tout le monde s'est moqué de lui. Le mec, il est parti, il a fait les 3 tours. Tout le monde est rentré chez lui parce qu'ils se sont dit mais de toute façon, il n'y arrivera pas. Et le mec, tout seul, il a fini ses 5 tours. Et ça a été le premier à montrer que voilà, on pouvait finir cette course. Et derrière, il y a 14 autres personnes qui ont réussi à casser cette barrière juste parce que quelqu'un leur avait montré que c'était possible. Et le 2e point, c'est l'importance de la transmission et du partage. Et en fait, on se rend compte que il y a des enchaînements de gens qui le finissent parce que ils ont lu les rapports de course, ils ont regardé comment les gens avaient fait. Et souvent, une personne qui a déjà couru va courir avec un novice pour lui montrer un peu le parcours. Et ça, je pense que cette idée de transmission, de partage de connaissances, de formation, c'est un peu aussi la clé du succès. Ouais. Super intéressant comme claque. Ça, c'est la claque de lecture que tu as prise. Ouais, du coup. De lecture. Il y a un film sur Netflix aussi et un film fait par l'équipe d'interview qui est vraiment fascinant. Ouais. Ça m'a donné envie. Moi, je vais aller voir ça sur. Le bouquin tu s'appelle. Tu vas voir. Ouais, moi, je vais faire peut-être l'option un peu plus feignante où je vais le regarder. En tout cas, pas celle où je vais courir les 5 tours pour aller vérifier que c'est vraiment impossible. Peut-être avec un drone. Élie, tu vas devoir partir dans quelques instants, prendre un TGV direction peut-être la banlieue de Lyon. J'ai encore oublié le nom de ce petit village. Tassin la demi-lune. Thomas, c'est hyper connu. Enfin, t'es vexant pour les. Je voulais voir pour les auditeurs si tout le monde avait suivi. Donc, ce que je te propose, Élie, tout de suite, c'est de passer à ta carte blanche. Tu nous l'avais bien vendue tout à l'heure. C'était un peu de suspense, mais la voici. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Pas mal avec le petit bruit d'eau en même temps, ça se mariait bien. Ambiance naturelle. Alors la carte blanche, c'était, si je dis pas de bêtises, sur le sujet de l'écologie. Non, c'était sur le... tu dis une bêtise, je crois qu'on parlait plutôt tout à l'heure de build-up, de rachat, oui, etc. Tout à fait. Exactement. Donc c'était... Moi,
cette année, donc, on a fait notre première acquisition, donc une société lilloise qui s'appelle NovaStream. Et voilà, on a fait cette acquisition et tout le process d'intégration ensuite, c'est vraiment une belle histoire. Donc Je le redis, c'est pas toujours le cas. Ouais, tout à fait. C'est pas toujours facile. Tout à fait. La carte blanche, il faut laisser le. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est plus un dialogue. Et donc, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble autour du studio. Pour expliquer un petit peu les choses qui ont bien marché, je pense qu'à la base, il y avait un fit culturel avec la société qui était très bon. Et ça, on le sent dans tous les rendez-vous qu'on fait avant le rachat. Même si on se frotte un petit peu au début, c'est normal parce qu'on est quand même dans un process de négociation. Mais c'est là qu'on sent est-ce qu'on partage les mêmes valeurs, est-ce qu'on va être capable de travailler ensemble, est-ce qu'on a envie de s'intégrer l'un avec l'autre. Ensuite, il y a l'implication des fondateurs. Ça, je pense que c'est les fondateurs qui sont intégrés dans la structure. Ça, je pense que c'est hyper important. Là, on a eu la chance avec Damien et Blaise d'avoir des gens qui voulaient réussir cette intégration, qui se projetaient et qui ont emmené toute leur équipe dans le projet. Et du coup, on a eu une équipe hyper motivée pour que l'intégration se passe bien. On s'était mis des jalons sur l'intégration et ils ont tous été réussis. Et ça a demandé aussi beaucoup d'ouverture et d'implication ce qu'on appelle les Loomies, donc les employés de chez Lumaps. Et donc voilà, donc là ça fait à peu près 6 mois. On a réussi tout ce qu'on voulait faire au niveau produit. On peut commencer maintenant à vendre le produit issu de cette intégration qui est de la vidéo sécurisée en entreprise, donc on est hyper satisfait. Alors maintenant que tu as fini ta carte blanche, j'ai rapidement plein de questions. Tu parlais de jalons. Typiquement, c'est quoi les jalons qui fait qu'on sait qu'elle l'intégration, là, elle a fait la première marche? Et c'est pas que des jalons, j'imagine, de métriques, Non, vente, il y a des jalons produits sur... on veut que ça ressemble à ça dans le produit, on veut que ce soit dispo sous tel et tel et tel format. Il y a des jalons sur, d'un point de vue RH, on veut passer par ici, que la charte télétravail elle soit alignée, qu'il dispose d'une identité dans le système d'information, qu'il soit rattaché au système RH, qu'on leur ait fait faire le process d'onboarding qu'on fait faire aux nouveaux employés. Enfin, voilà, il y a tout un tas de points de passage comme ça qui sont importants de respecter. C'est un vrai process. Et ça, j'avais pas mal écouté Patrick, le CTO de Content Square, qui avait il en a fait beaucoup et qui avait ces quelques préceptes sur tout à fait sur les intégrations réussies. Donc merci à lui. Là aussi, c'est important d'avoir la succession, de la transmission. Exactement. Est-ce que, typiquement, tu te projettes aussi à l'inverse, c'est-à-dire avec la possibilité peut-être qu'un jour, vous cédiez Lumaps? Je pense que on sait pas de quoi demain est fait. Si je te disais non, on vendra jamais l'entreprise, on apportera. On te le ressort dans 3 ans. Jusqu'à 40 000 employés, voilà. Ouais. Donc on sait pas. L'avantage, c'est que en l'ayant fait dans l'autre sens, je pense qu'on voit bien les points de passage. Donc si ça arrive un jour, on essaiera de faire en sorte que l'intégration se passe aussi bien, parce que voilà, une fois qu'on a accouché de cette entreprise, on a envie qu'elle perdure et que et que cette culture, c'est quelque chose qu'on a construit, donc on n'a pas envie de le casser du jour au lendemain. Ouais. On est dans une boîte tech, en l'occurrence toi tu gères toute l'équipe technique, c'est quand même très masculin, comme le Next 40 finalement, et pour le féminiser on a cette rubrique Sista. On va mettre Joséphine Baker maintenant. On va peut-être changer ce générique. Ou il faudrait peut-être mettre une petite jeune. On pourrait mettre Angèle. Donc, est-ce que tu as pensé à mettre en avant un coup de projecteur sur une entrepreneure au féminin? Exactement. Donc, elle s'appelle Caroline Courtel. Elle a monté sa boîte qui s'appelle WeDoCom, qui est dans notre écosystème. C'est un de nos excellents partenaires. Et plein d'énergie. Elle a beaucoup recruté et elle arrive à
avoir cet accompagnement des clients qui est on est très alignés. Et alors surtout, elle a la gentillesse tous les ans avant Noël de nous envoyer une boîte de Lego de plus en plus grosse pour les équipes tech. Ce qui, je vais pas vous le cacher, ça plombe la productivité du mois de janvier parce qu'on passe des heures à les monter. Mais voilà, Caroline, quelqu'un de très recommandable. Et alors, votre plus belle réal en Lego? Je crois que la dernière, c'était un 4x4 Jeep ou assez énorme. C'est bien, on reste un peu en enfance, ça me fait plaisir. Une question que tu aimerais lui poser, que Étienne, notre associé, lui posera en ton nom. Caroline, à quand le statut de licorne pour WeDoCom? Eh bien, la réponse dans quelques semaines au micro de Solène Étienne. Merci à toi, Élie. Merci, Élie. C'était hyper sympa. Il faut qu'on invite plus souvent les CTO pour rappeler qu'on est quand même dans un univers de tech. Oui, et puis en vrai, tu vois, c'est sympa, un CTO. Ce côté geek abordable. Merci beaucoup pour votre invitation. C'était très sympa. Il est beau gosse en plus. Hein. Ouais, il est marié, désolé. Les filles. Pour une fois, on a fait photo, peut-être quelques bouts en vidéo. J'en profite, Élie, si c'est pas déjà fait, tu peux déjà t'abonner à 40 nuances de Next, mais ça, je crois que c'est fait. Tu peux aussi commenter, partager, comme bien évidemment vous tous derrière vos écouteurs. Merci à tous. Merci à toi, Olivier. Merci Thomas, merci Élie. J'ai adoré ce moment. Et merci à Raphaël aux manettes. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.